Donc, je vous souhaite bienvenue ici dans un webinaire du Maison populaire de Krezer. De Krezer, ça c'est le mot en gantois de ceux qui ont porté le corte que Charles Quint a imposé aux Gantois quand les Gantois étaient en résistance contre l'oppression espagnole ici. Et donc, on a commencé après le premier lockdown avec 12 soirées vraiment superbes, avec un public très divers, où il y avait toujours quelqu'un qui fait un témoignage lié à quelque chose en profondeur. Et c'était vraiment très bien dans cette situation spéciale. Wim, il a parlé, Marlène a parlé, mais évidemment, avec le deuxième confinement, c'était impossible. Et donc, on n'a pas pu résister à cette mode d'organiser des webinaires. C'est toute une autre atmosphère, mais donc on est obligé de le faire. On a eu un webinaire très intéressant avec des jeux climatiques, une présentation de livres sur l'agriculture, et donc maintenant, exceptionnellement, Annemel Bourgault, constitutionnaliste, et donc on est vraiment heureux et on est vraiment fiers de pouvoir l'accueillir ici, et la parole est à elle. Merci beaucoup, Raphaël. Moi, je suis très contente aussi. Merci de m'avoir invitée. J'étais justement en train de dire dans le canal que je suis en train de lire, et je vous le conseille à tous, Les Téméraires de Bart Van Loo, qui a fait un livre sur la période bourguignonne. Je vous ai mis dans le canal de discussion. On en a beaucoup parlé, et j'apprends je le savais déjà un peu, mais à quel point Gand a été toujours la ville de résistance, pas seulement sous les Espagnols, mais aussi sous les Bourguignons. En fait, Gand a toujours mené, c'est impressionnant, quoi. C'est comme la ville de Gand. Je pense que l'équivalent du côté francophone, c'est Liège. Je dis souvent de Liège que quand la Belgique frissonne, Liège éternue. Je pense que c'est vrai pour Gand aussi. Gand tous, alors. C'est vraiment les deux villes. Ben, à l'époque, Gand était la deuxième économie, hein, la deuxième grande ville européenne. Mais même là, oui, même elle rivalisait avec Bruges, hein, donc. Mais c'est rare souvent je pense devant Bruges même. À l'époque, j'ai lu ça quelque part. Au niveau européen, c'était une grande ville économique. Raphaël, on ne va pas commencer. Ah oui, ok, non, ça va. On est d'abord pour écouter la matière excellente, et puis. Ok, merci. Quel problème. C'est un comme toi, Raph. Mais donc, je me plus jeune. Il n'y a pas plus jeune que Raph dans la tête. Mais donc, sur le Covid-19, donc merci de me donner l'occasion de faire le point, parce qu'au fond, ça fait 1 an et presque, ça fait 12 mois, 12 mois et oui, presque 13 mois maintenant qu'on a basculé dans le confinement Covid-19. Et ça nous permet, cette petite rencontre ici, de faire le bilan, de faire le point. Et donc, je vais vous dire que je pense qu'il y a à la fois des bonnes nouvelles, et puis à la fois des choses qui sont plus préoccupantes. Et je vais pas commencer, il faut toujours commencer par les bonnes nouvelles. Je vois principalement 2 bonnes nouvelles dans la gestion constitutionnelle, hein. Moi, je suis constitutionnaliste, comme l'a dit Raph, donc mon métier, c'est d'enseigner aux jeunes le droit constitutionnel. Les 2 bonnes nouvelles que je vois, c'est d'abord évidemment le fait que enfin il y a un projet de loi, ou plus exactement un avant-projet de loi, qui a été déposé devant la Chambre. Et pourquoi je pense que c'est une bonne nouvelle? Parce que moi,
peut-être que certains le savent déjà, mais ça fait à peu près depuis le début de la crise. Non, c'est pas vrai. Je ne l'ai pas dit tout de suite. J'ai un peu attendu quand même parce qu'il y avait l'urgence et qu'on était tous, je pense, voilà, on était tous saisis de stupeur aussi avec ce qui arrivait. Mais assez rapidement, j'ai dit, je continue de penser qu'il fallait une loi pour prendre toutes les mesures qu'on était en train de prendre, parce que toutes les mesures de confinement sont depuis le début de la crise prises par arrêté ministériel et par arrêté ministériel de la ministre et puis de la ministre de l'Intérieur. Et donc, c'est ce qu'on a fait dès le départ, dès le 18 mars, en fait plus exactement dès le 13 mars 2020, un peu au départ dans l'urgence, sans doute dans le stress, dans la confusion. Je rappelle qu'en plus, au début de la crise, on n'avait pas de gouvernement, de vrai gouvernement, puisqu'on avait un gouvernement alors qui a été un peu bricolé, rouf-rouf, ça je crois qu'on dit dans toutes les langues, hein, de bric et de broc, un peu tout à trac, puisqu'on a en fait utilisé les restes du gouvernement Michel, ceux qui étaient restés dans la barque, et il y en avait pas beaucoup. On a nommé, on a institué, non, c'est pas vrai, elle était déjà première ministre, Sophie Wilmès, et ce gouvernement-là a tenu la baraque, parce que c'est vraiment de ça dont il s'agit quand même, hein, en urgence, jusque quand les partis politiques ont pris le temps d'enfin décider un vrai gouvernement. Ce qui est curieux, c'est que donc on a cette gestion en urgence. Moi, je crois qu'elle pouvait je crois qu'elle pouvait se comprendre dans les premiers moments, d'autant plus que donc il y avait la frayeur, la crainte, l'urgence de ce début de pandémie qui nous est, pardonnez-moi, quand même un peu tombé sur la tête comme le ciel dans Astérix et Obélix. Donc je crois que franchement, en tout cas moi, sur le moment et au début, je n'ai pas dit tout de suite, et les gars, attention, il faut une loi, notamment parce que je pense qu'on était tous frappés de stupeur, et aussi parce que il y avait ce problème gouvernemental majeur, qui était qu'on n'avait même pas un gouvernement en dur, si je puis dire. Par contre, j'ai moins compris à partir de l'automne et surtout à partir de la Noël, je dois vous dire, où je pense qu'on est tombé dans une forme d'escalade terrible. On n'en voyait plus la fin. On voyait plus la fin de ces arrêtés ministériels qui continuaient. On avait là quand même un nouveau gouvernement à qui on avait laissé le temps de se mettre en place. Et malgré ça, on voyait toujours pas venir, alors certainement pas une loi, mais on ne voyait pas une éclaircie juridique qui se profilait. Et dans le même temps, et je dois dire que moi c'est ce qui m'a le plus effrayée, je trouve que l'aspect répressif de la gestion de la crise Covid, donc le fait que dès le départ, mais de plus en plus, on a considéré qu'il fallait punir, parce que c'est de ça dont il s'agit, hein, qu'il fallait punir les citoyens qui ne respectaient pas les mesures Covid. Eh bien, cette dimension pénale, cette dimension répressive, cette dimension punitive était de plus en plus forte, en ce compris pendant les vacances de Noël et les réveillons. Vous vous rappelez sans doute, pour moi ça reste quand même un moment majeur dans notre histoire constitutionnelle, que des services de police nous ont annoncé qu'on allait surveiller les jardins avec des drones, hein, pour voir si on ne faisait pas la fête. Vous voyez, ces drones, c'est donc quand même des robots volants au-dessus de nos têtes. On les a finalement, j'ai appris ça, recycler au bois de la Cambre. J'en parlerai après, parce que avec les événements qui viennent d'arriver au bois de la Cambre, moi j'ai appris mais que maintenant on survolait alors les espaces publics avec des drones et on donnait des avertissements
via des drones, ce qui de nouveau, je me suis dit, tiens, on les a pas utilisés à Noël, on les utilise à Pâques. Bon. Donc, à ce moment-là, vraiment, ça m'a, en fait, je dois vous dire, stupéfiée qu'on continue à gérer la crise avec des arrêtés ministériels de la simple ministre de l'Intérieur. Et pourquoi ça m'a stupéfiée? Mais parce qu'on a quand même dans ce pays une constitution et un très beau titre 2 de la constitution qui prévoit nos droits et libertés et qui a prévu un mécanisme très simple, au fond, et très génial quand j'y réfléchis. Plus j'y pense, plus je trouve qu'il est génial. C'est que certaines matières, comme par exemple les matières pénales, et comme par exemple les droits et libertés, ne peuvent pas être prises par n'importe quel acte juridique, par n'importe quelle norme juridique, ça doit être pris par une loi. Et pourquoi ça doit être pris par une loi? Est-ce que vraiment on pense que tous nos parlementaires sont super vertueux? Est-ce qu'on pense qu'ils sont plus, je sais pas, qu'ils ont des meilleures idées ou qu'ils, pas forcément, c'est pas ça l'idée. L'idée, c'est que pourquoi on confie dans les parlementaires et en particulier les députés ces matières-là? Parce qu'on se dit, alors, 3 choses. D'abord que à 150 députés, quand ils discutent, eux, ils vont pouvoir faire une balance des intérêts certainement plus complète et certainement plus variée et certainement plus pondérée, certainement plus générale en fait que alors le gouvernement ou certainement un seul ministre. La deuxième chose que se disaient les congressistes, c'est que nos parlementaires, bah écoutez, c'est assez simple, hein, nos parlementaires, on les a désignés. En fait, nos parlementaires, on les a choisis. Nos parlementaires, ils viennent du choix qu'on a fait dans les bureaux de vote, dans les isoloirs, dans le secret des urnes. Et que du coup, alors j'aime pas, moi qui parle si mal en néerlandais, je vais jargonner en anglais, mais parce qu'il n'y a pas le terme, peut-être tu me diras, Raph, s'il y a le terme en néerlandais, parce que je le trouve qu'en anglais, c'est l'accountability, le fait de pouvoir demander des comptes, le fait de pouvoir quand même avoir un lien, d'écrire à nos parlementaires, de dire « Eh oh là, qu'est-ce que vous faites ?» Eh bien, ça, c'est le droit de vote et le lien électoral avec eux qui nous permettent justement cette accountability que je suis désolée, on n'a pas ou moins, et voire pas du tout avec les ministres, et en particulier, on pourra en parler avec les ministres parce que ça me semble un vrai problème. Les ministres phares dans cette crise, que sont le ministre de la Santé et la ministre de l'Intérieur, ne sont pas élus. Donc, elles ne sont pas élues directes. Donc, il n'y a pas ce lien avec le suffrage universel. Ça les rend donc cette accountability dont je vous parle, qui est si importante dans une démocratie représentative comme la nôtre, ne peut pas s'exprimer dès le moment où le Parlement et la Chambre des représentants ne s'expriment pas. Et la troisième chose qui est très très importante, c'est et alors Michel Delécluze en parle dans le lien, c'est le fait que sur la Chambre, les débats sont publics. Et c'est très important, ça, parce que, excusez-moi, c'est vraiment compliqué entre le Conseil des ministres, qui n'est pas public, le Codeco, ce mot bizarre pour désigner le comité de concertation, qui n'est pas public, le GEMS, ou je ne sais plus quel, parce que ça a changé, parfois c'était le CEVOSAL, parfois c'est pas le CEVOSAL, c'est encore autre chose, mais il a changé plein de fois de nom, cet organe où on retrouve les experts, ce n'est pas public. Donc, il faut aussi une loi. Pourquoi? Parce que au sein de la Chambre des représentants, les débats sont publics. C'est aussi simple que ça. C'est aussi, voilà, c'est fondamental. Et donc, la bonne nouvelle, mesdames et messieurs, c'est qu'après maintenant 13 mois, quand la loi, l'avant-projet a été déposé, c'était 1 an de crise, 36 arrêtés ministériels, beaucoup de discussions. Eh bien, on a enfin un avant-projet de loi et que ça, on pourra en parler parce que certains, moi, dès que je me suis exprimée publiquement, il y a beaucoup de gens qui m'ont repris
ou critiquer, ben c'est normal, d'ailleurs c'est ça le débat public, en disant tu fais une erreur parce que quand il y aura une loi Corona ou quand il y aura une loi pandémie, ça va être pire. Moi, j'ai invariablement répondu à ça, non. Je suis désolée, on ne me dira pas que c'est pire parce que de toute façon, ça ne veut pas dire que je suis d'accord avec tout ce qu'il y a dans cette loi. Ça ne veut pas dire que je suis d'accord avec le texte, etc. Mais de toute façon, une loi, ça sera mieux. Ça, je ne changerai pas d'avis là-dessus. Je vais vous dire pourquoi. Parce que je suis constitutionnaliste et que la Constitution dit il faut une loi. Donc moi, je suis contente parce qu'on discute d'une loi. La deuxième bonne nouvelle, et je reviendrai sur le contenu de la loi, la deuxième bonne nouvelle, parce qu'on n'est pas que là que pour déprimer quand même, et pour s'angoisser, pour stresser, pour être fâché. Quand même. La deuxième bonne nouvelle, c'est ce qui a eu lieu le 31 mars sur action de la Ligue des droits de l'homme. Pourquoi je pense que c'est une bonne nouvelle? Mais parce que, en fait, la juge de première instance, ou en tout cas qui s'est exprimée pour la présidente du tribunal de première instance, a pris une décision en disant, là, il y a urgence. Il y a urgence parce que, en effet, ces mesures Covid-19, elles ont un impact sans précédent, nous dit la décision, depuis la Deuxième Guerre mondiale sur les droits et libertés. Et de fait, au fond, quand on prend le titre 2, je vais vous mettre un lien, si vous voulez, dans le canal de discussion, quand on prend le titre 2 de la Constitution et qu'on passe nos droits et libertés en revue, eh bien, en fait, il y en a très peu qui ne sont pas bousculés par les mesures Covid-19. Que l'on prenne la liberté de s'assembler, que l'on prenne notre droit à la vie privée, que l'on prenne le droit à l'enseignement, que l'on prenne alors ces garanties pénales qui sont si importantes qu'en matière pénale, normalement, on ne doit pas nous poursuivre, on ne doit pas nous juger tant qu'une loi ce n'est pas prononcée. Bref, c'est vrai que à part, moi, la seule que j'ai identifiée, c'est le droit de pétition. Je ne pense pas que le droit de pétition, surtout que depuis qu'on peut faire les pétitions en ligne, ait été atteint par les mesures Covid-19. À part ça, tous nos droits et libertés ont été atteints par les mesures Covid-19. Or, ce que dit ce jugement, cette décision, c'est en fait cette gestion par arrêté ministériel, ça ne va pas. En fait, ça va juste pas. Ça met une pression sur nos droits et libertés sans qu'il y ait eu de loi. Et donc, c'est intéressant d'ailleurs parce que pour pas violer la séparation des pouvoirs, parce que je suis désolée, ça il faut l'admettre aussi, c'est pas aux juges à faire les lois. C'est pas les juges non plus qui font la loi. Parfois, j'ai l'impression qu'il y a tout le monde qui se mêle de faire la loi, sauf les parlementaires. Il y a la ministre de l'Intérieur qui fait la loi, et puis il y a le juge, s'il fait pas attention, qui va faire la loi. Mais donc, justement, cette juge, elle fait bien, je pense. Elle ne se prononce pas sur la manière dont que l'État sur les mesures que doivent prendre l'État pour remédier à cette situation. La juge se contente de dire, là, apparemment, en urgence, je vois qu'il y a à maints égards, les droits et libertés des Belges, et pas que des Belges d'ailleurs, aussi de ceux des habitants en Belgique, parce qu'on les oublie toujours, mais les étrangers ont des droits et libertés aussi en Belgique. Je vois qu'ils sont manifestement impactés massivement par les mesures Covid-19. Je constate que c'est sur base d'arrêtés ministériels. Je ne vois pas de fondement légal suffisant. Et donc, moi, je dis, État belge, tu as un mois là pour remédier à ce manque de fondement légal. Elle ne dit pas adopte une loi. Ça pourrait être retiré, ces arrêtés ministériels. Ça pourrait être arrêté aussi, les mesures. Ça pourrait. Elle se contente, pour ne pas violer la séparation du pouvoir, et je pense qu'elle fait bien, à dire, là, il faut prendre des mesures et je te donne un mois pour que cette situation cesse. Et après, si on voulait être trivial ou vulgaire, on dirait débrouille-toi. Elle dit à l'État belge, débrouille-toi.
c'est pas mon rôle à moi, juge, de dire comment tu dois faire. Tu es assez grand pour ça. Et elle a raison de le faire, je crois. Elle a raison de dire débrouille-toi, que ce n'est pas à elle de le dire. Mais elle dit quand même, là, tu as un mois pour faire le job, quoi. Pour faire le job, comme on pourrait dire, voilà. Et ça, c'est deux choses, mesdames et messieurs, sur le plan constitutionnel. Mais moi, je pense que c'est des vraies bonnes nouvelles. Non seulement on a une Chambre des représentants, un Parlement qui s'est enfin là réveillé, et il était temps. Et puis, d'une certaine manière, on a aussi des juges qui se sont réveillés. Bon, ce n'était pas la seule, hein, on pourra en parler aussi. Il y a d'autres juges très courageux, notamment dans le Hainaut, que je suis plus parce que je suis à Mons, moi. Et je pense notamment à une juge de Charleroi qui, depuis septembre, dit « Moi, je refuse là de condamner les citoyens sur base de simples arrêtés ministériels. Je ne suis pas d'accord avec ça. » Elle s'est fait réformer en appel. Bon, on pourra en discuter aussi. J'en parle parce que je veux juste dire que cette juge bruxelloise n'est pas la seule. Mais là où c'est une bonne nouvelle, c'est que, comment dire, on avait beaucoup attendu du Conseil d'État, qui est le juge naturel pour se saisir des actes administratifs. On avait attendu de la part du Conseil d'État que le Conseil d'État dise « Oh là, quand même, depuis 1 an, par simple arrêté ministériel de la ministre de l'Intérieur, c'est un peu court juridiquement. » C'est pas venu du Conseil d'État, mais c'est venu de cette juge de Bruxelles, en sorte telle que je pensais déjà, il y avait déjà beaucoup de bonnes raisons pour que les députés se bougent. Et maintenant, ils ont une très bonne raison aussi de se bouger rapidement s'ils veulent répondre à ce jugement. Alors, est-ce que ça veut dire que tout va bien? Est-ce que ça veut dire que nos droits et libertés sont sauvés? Est-ce que ça veut dire que la Constitution comment dire, peut alors se rendormir? Non, parce que la Constitution ne dort jamais. Est-ce que, par exemple, moi, je peux me rendormir et dormir sur mes 2 oreilles? Alors non. Hein. Et ça, alors pour 2 raisons aussi peut-être, hein, 2 rayons de soleil, 2 nuages, comme ça on équilibre, on est à la fois positif et puis on reste critique. C'est d'abord, bon, le contenu de ce projet de loi. Moi, j'ai eu l'occasion, et alors désolé, hein, monsieur Delécluse, et merci beaucoup de m'avoir demandé, j'en profite d'ailleurs pour vous voyez, dire bonjour aux gens voilà, qui m'adressent des messages. En fait, j'avais un problème simple, c'est que j'aurais bien voulu transmettre l'avis, parce que j'ai rendu un avis écrit sur le projet de loi, et comme on sait, eh bien, jusqu'à présent, en tout cas, le site de la Chambre et je ne parvenais pas à le transférer. Voilà, sur Facebook, je suis voilà, un peu nulle technologiquement. Mais donc, je vais vous dire en exclusivité mondiale ce que je pense de ce projet de loi. En fait, moi, je suis très gênée par ce projet de loi parce que le but qu'il y ait un projet de loi, mesdames et messieurs, c'est restreindre les pouvoirs de la ministre de l'Intérieur, pas les étendre. Enfin, franchement, sinon, je vois pas très bien quel est l'intérêt. Je veux dire, le but de ce projet de loi Corona, ça doit être que les parlementaires se réapproprient la décision politique. C'est fondamental. Quand je vois la liste des restrictions, alors, pour nous tous, singulièrement pour les jeunes, parce que moi, je suis professeure d'université et je vois l'état dans lequel sont les jeunes. Il y a un moment donné, c'est pas possible. On l'a vu au bois de la Cambre, on pourra en reparler. Je veux dire, c'est forcément une casserole sous pression. En fait, c'est même pire que ça, je vais vous dire, pour les jeunes. Il y a une partie, c'est comme une casserole sous pression. Je ne sais pas comment on dit ça, Raph, une casserole sous pression en néerlandais. On dit aussi en néerlandais la casserole sous pression? Le presto koker, le presto koker. Voilà. En fait, il y a une partie des jeunes, c'est une vraie casserole sous pression, mais il y a presque même pire. Je vais vous dire, c'est pas ceux qui étaient au bois de la Cambre qui m'inquiètent le plus. Ceux qui m'inquiètent le plus dans les jeunes, c'est ceux qui sont déjà bouillis par la casserole. Parce que j'ai beaucoup de jeunes qui ont
en fait, je crois je ne sais pas en fait ce qui se passe parce que par ailleurs, moi, je suis constitutionnaliste, je ne suis pas ou psychologue, mais je sais qu'il y a toute une série de jeunes qui se sont tellement enfermés qu'ils développent maintenant des phobies de ressortir. Même quand ils peuvent venir à l'université, ils n'ont plus envie de venir, ils ont peur de la foule, ils sont dans des angoisses terribles. Et ça, je ne sais pas si quelqu'un, moi c'est pas ma discipline, mais j'espère que quelqu'un s'occupe de ça et pour écrire là-dessus aussi, pour analyser ça. Parce que y a les jeunes qui sont au bois de la Cambre et qui sont comme une casserole sous pression, et qui du coup, on a vu comment ça se passait. Et je ne crois pas que la solution, c'est de leur envoyer les autopompes et de leur envoyer la cavalerie. Hein. Ça, je ne crois vraiment pas. Mais il y a aussi en plus une autre jeunesse qui est qui a tellement intériorisé la peur de faire mal, la peur de contaminer les parents et les grands-parents, la peur que cette jeunesse-là, on va avoir du mal, même quand on pourra ressortir, à ce qu'elle ressorte. Et donc, par rapport à ces émissions qui valent pour tout le monde, mais qui, bon, voilà, c'est parce que je suis professeur, moi je constate à quel point elle fait des dégâts sur les jeunes, on pourrait parler sur les femmes, on pourrait parler sur les plus pauvres d'entre nous. Les arbitrages qui sont en train d'être faits entre les avantages des mesures, qu'il ne faut pas nier, hein. Moi je ne nierai jamais qu'il y a des avantages aux mesures Covid-19 et certainement, et des avantages médicaux évidents, mais la balance entre ces avantages et les inconvénients de ces mesures, les inconvénients économiques, les inconvénients médicaux aussi, parce qu'il y a des inconvénients et des désavantages médicaux. Moi, je suis étonnée qu'on n'en parle pas plus et que les experts médicaux n'en parlent pas plus. Les inconvénients économiques, les inconvénients psychologiques, eh bien, cette balance-là, je reste persuadée, non seulement que constitutionnellement, ce sont les parlementaires qui doivent les faire, mais en plus c'est les seuls à pouvoir les faire. Or, le projet de loi qui est soumis, excusez-moi, c'est un chèque en blanc. En fait, c'est oui, c'est ça, c'est un blanc-seing, comme on dit blanc-seing. Donc, ça, je ne sais pas comment du tout on dit en néerlandais. C'est une... Raph, je ne sais pas pourquoi il y a toboggan qui me vient à l'esprit. Je ne sais pas s'il y a une expression en néerlandais, Raph, qui dit ça. Voilà, c'est vraiment, voilà, si on vote le projet de loi pandémie, mais moi je suis confiante, j'ai entendu déjà et lu beaucoup de parlementaires qui disent que ça ne va pas, donc je suis confiante qu'il ne va pas être voté comme ça. Mais s'il était voté comme ça, non seulement, en fait, ça ne ramène pas le débat au sein de la Chambre des représentants. Or, c'est ça qu'il faut. Il faut, et je vais vous dire pourquoi, parce que c'est pour ça qu'on les a votés, on les a élus. Moi, je trouve important que, alors je vais être dans la caricature politique parce que, enfin sans doute, mais dans les gros, mais non, mais je suis même pas sûre d'être dans la caricature, mais je trouve important que les indépendants de l'ORECA, tous ceux dont on sait que naturellement, souvent, ils votent plus MR, eh bien, c'est important que ces indépendants MR écrivent aux représentants MR en disant « Eh oh là, moi je suis en train de crever là, qu'est-ce qui se passe là? Il faut faire quelque chose. » Je trouve important que les représentants des jeunes, je pense que des jeunes, je le sais parce que dans ma section, il y a des jeunes de tous les partis, les jeunes écrivent à leurs députés et aux jeunesses. Vous voyez, il y a toujours des jeunes PS, des jeunes écolos, des jeunes ceci, des jeunes cela, eh bien, qu'ils écrivent aux parlementaires en disant « Eh oh, qu'est-ce qui se passe? Nous, on n'en peut plus, il faut faire quelque chose pour nous aussi. » Je trouve important que tel public écrive à son parti, quel qu'il soit, et que les parlementaires fassent la synthèse de ça, parce que c'est assez manifeste que pour le moment, il y a un critère qui est pris en considération, qui est le critère médical. Mais le problème, excusez-moi, mais je veux dire, c'est vieux comme le monde, c'est qu'on ne peut pas gérer une société en ayant en ligne de mire que ce seul critère-là. Ou en tout cas, c'est peut-être possible pendant un mois ou deux, mais dans la durée, ce n'est pas possible. Et donc, ce qui est important, et c'est pour ça que ce projet de loi
ne va pas pour le moment, c'est que en fait, ça ne relocalise pas le débat au sein de la Chambre des représentants, ça ne remet pas les clés les clés dans les mains des parlementaires. En fait, il y aurait une espèce de vote sur ce projet de loi et par la suite, au fond, et ça ne va pas du tout, moi je crois, les mesures, il y aura un système quand même d'information des parlementaires, de la présidente, voilà, un mécanisme d'information sur les mesures. Ce n'est pas suffisant. Il ne faut pas informer les parlementaires. Il faut que les parlementaires décident. Et un autre problème que je vois à ça, c'est que c'est un projet de loi pandémie. Alors là, excusez-moi, franchement, un peu de modestie, quoi. On est tous déjà en train de... Enfin, c'est très difficile, cette crise-ci. On a déjà du mal. Je veux dire, si je prends le point de vue strictement juridique, excusez-moi, mais un peu de modestie quand même. Il y a des juges qui trouvent que c'est constitutionnel, des juges qui trouvent que c'est pas constitutionnel. On voit bien déjà que nous, on n'est pas d'accord, hein. Vous voyez, nous, entre constitutionnalistes, on n'est pas d'accord. Donc, je veux dire, la modestie, c'est de voir que c'est difficile et cette crise est très difficile à gérer. Essayons déjà de gérer cette pandémie-ci, et puis il sera toujours temps de tirer les leçons quand enfin on aura pu dormir sur nos deux oreilles. Le fait de vouloir déposer comme ça, un an plus tard, une loi qui va gérer toutes les crises et pandémies à venir, écoutez, franchement, là, moi, je trouve que c'est pas sérieux. Donc, ça, il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas faire ça. Il faut faire un projet de loi Corona et pas un projet de loi pandémie. Et alors, il faut faire ce projet de loi de manière, en traduisant, en ne donnant pas plein de pouvoirs comme ça à la ministre. Il faut au contraire restreindre ses pouvoirs et tout simplement, moi je suis persuadée de ça, il faut que plutôt qu'on ait, vous voyez ces mesures qui nous tombent dessus littéralement, on aura encore la semaine prochaine, alors en étant le résultat d'un processus d'adoption totalement opaque, hein, parce qu'il faut se rendre compte, c'est complètement, enfin c'est d'une opacité totale. Il faut que ça soit les parlementaires qui se réapproprient ces mesures. Alors on va répondre, on aura le débat, on va me répondre, c'est ce qu'on me répond chaque fois, il s'est pas fait pour ça, c'est compliqué, ça prend du temps. Ben non, je suis désolée. On changera, il faut peut-être changer la Constitution sur ce point. Moi je serais contre, hein. Je serais contre. Si quelqu'un veut changer la Constitution en disant finalement les parlementaires prennent trop de place dans la Constitution, il faut changer ça. Moi, je ne suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Je pense qu'il faut rester dans ce système de démocratie représentative et par ailleurs l'étendre à plus de participation des citoyens. Mais en attendant, c'est ce que prévoit la Constitution et il faut respecter cela. Je vous annonçais d'ailleurs 2 nuages. C'est que mon deuxième nuage, si vous voulez, c'est que donc ce projet de loi, le contenu, je pense qu'il y a vraiment des choses qui ne vont pas. La deuxième chose, et ça, je dois dire, ça m'effraie un peu, c'est que la première réaction, quand le jugement a été rendu le 31 mars, il a vraiment pas fallu longtemps avant que la ministre de l'Intérieur annonce tout de suite que un appel était introduit par l'État, l'après-midi même. Ça, un de mes étudiants, parce qu'avec mes étudiants, on fait donc un labovirus, c'est un laboratoire d'observation du droit en Covid-19, on fait ça depuis 1 an. Et c'est vraiment merci beaucoup à mes étudiants de faire ça avec moi chaque semaine. Et un de mes étudiants, j'ai beaucoup aimé ça. Il m'a dit, Madame Bourgault, en fait, la ministre de l'Intérieur réagit comme quand un étudiant voit qu'il a raté l'examen et que l'étudiant commence à s'énerver sur le prof